Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Cette année qui commence est celle du mi-mandat de la majorité actuelle et du gouvernement Akhnouch. C'est la période à laquelle on revoit l'action qui a été menée et celle qui reste à faire, qu'on apporte les réglages nécessaires à la bonne marche de l'attelage législatif et qu'on introduit les nouvelles idées ou de nouveaux personnels dans une action qu'on appelle communément remaniement. Tout cela doit donc être fait ou pas, tout dépend de l'approche qu'a le gouvernement et sa majorité de leurs actions. Mais néanmoins, ce qui importe dans cette mandature est que de son élection en septembre 21 à aujourd'hui, bien des choses se sont produites, parfois tristes et douloureuses, comme le séisme de l'Haouz, parfois joyeuses ou porteuses d'enthousiasme, comme la Cannes 25 ou le Mondial 2030 qui sont confiés au Maroc, et parfois aussi structurantes de la société marocaine, comme la protection universelle et la décompensation. Ajoutez à cela la situation hydrique et la sécheresse qui devient chronique, étant en 2023-24 à la 5e saison sèche ou presque. Tout cela est budgétivore, il faut donc trouver de la ressource au sein d'une population en sous-activité, selon le Haut Commissariat au Plan. Enfin, les chantiers sociaux, la réforme de la Moudouana, la réforme du code pénal et la gestion de la pré-crise dans l'enseignement sont les projets les plus importants, en attendant une politique dédiée à notre communauté à l'étranger. Alors, comment la majorité gère-t-elle tout cela ? Comment l'opposition s'oppose-t-elle et sur quoi ? Et comment, de l'extérieur de la scène politique, les observateurs et commentateurs voient tout ça ? Et il y a aussi, bien évidemment, la politique politicienne, les alliances et les oppositions, les mésententes et autres possibles ententes. Notre scène politique est finalement dense, même si parfois elle peut paraître atone. Alors, avec nous pour en discuter, Dr Mohamed Zidouh, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes membre Istiqlal, conseiller Istiqlal à la Chambre des conseillers. Exact. Si vous avez d'autres fonctions, vous allez les dire dans le courant de l'émission. Docteur Mohamed Anan, bonsoir. Omar. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, tu as dit Mohamed. Ah, autant pour moi. Donc, je retire Mohamed, je mets Omar à la place. Donc, docteur Omar Anan, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député USFP à la Chambre des représentants. Et Driss Issaoui, vous êtes analyste politique et économique. Donc nous allons y aller. Docteur Mohamed Zidouh, vous ne représentez pas la majorité, mais vous êtes la majorité. Docteur Omar Anan, vous ne représentez pas l'opposition, mais vous êtes dans l'opposition. Et donc on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, pour mettre dans le décor, rapidement, je commence d'ailleurs par vous, Driss Issaoui, mais très rapidement, 2024, une année normale, une année porteuse de défis, de menaces. Avec ce qui a été dit en introduction, ce n'est pas les actions, les chantiers qui manquent. Comment vous voyez 2024 rapidement? Comme ça, on laisse nos invités aussi dire ce qu'ils en pensent. Pour être très rapide, 2024, je pense qu'elle est sous de bons auspices parce qu'on a vu les conjoncturistes nous dire que 2023 serait une année de repli, de rééquilibrage, etc. Alors qu'on est en train de voir que finalement, il y a beaucoup de chantiers qui font que l'économie marocaine, le royaume du Maroc est véritablement préparé pour vivre une phase importante de sa vie politique, économique et sociale. Et finalement, 2024 sera l'année de démarrage de grande dynamique, grande avec S, de grande dynamique au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, vous l'avez dit tout à l'heure, même au niveau sportif. Au niveau politique aussi, bien entendu. Docteur Mohamed Zidouh. Je vous remercie, c'est Aziz, pour votre invitation. Je partage pratiquement le contenu qui vient d'être dit par Sidi Issaoui. En effet, il faut d'abord dire l'évaluation positive de ces 2 années écoulées de la gestion des affaires publiques. Et tout le monde avait une... Vous avez dit positive? Oui. D'accord. Une année quand même, une activité positive, exactement. Oui, ah oui, il faut dire les choses, parce que dans le moment les plus difficiles, il y a eu quand même des réformes. On aura le temps d'en discuter. Mais je pense que l'année 2024, il faut qu'on reste optimiste, malgré la conjoncture, la sécheresse, cette année il n'y a pas des indices que ce sera une année quand même pluvieuse, on l'espère, du moins. Mais il y a quand même une difficulté sur le plan de la gestion hydrique, et c'est extrêmement important aujourd'hui parce que ça va être problématique. Mais dans toute cette conjoncture, il y a quand même des grands chantiers qui vont être ouverts, qui vont donner espoir, parce qu'aujourd'hui, il faut vivre aussi avec l'espoir. Il faut être aussi optimiste pour donner un peu à la population marocaine cet espoir d'un avenir meilleur. Par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, ces chantiers qui vont être abordés durant 2024 et qui va être couplé aussi par la préparation aussi bien
de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, il y a quand même des grands projets structurants qui vont être réalisés et qui vont rendre le Maroc dans une situation meilleure et probablement qui vont rendre nos amis mitoyens plus jaloux, mais qui va mettre le Maroc dans une situation aussi bien économique que sociétale, dans une situation qui est meilleure. Voilà une entrée en matière. Alors, c'est Omar Anand. C'est Mohamed Zidouh nous dit qu'il faut vivre avec l'espoir, ça tombe bien, l'espoir fait vivre, comme on dit. Et donc, vous, comment vous voyez ça à partir de votre position? D'abord, 2024, en Amazigh, c'est 2974. Askwasam Barash, et meilleurs vœux à tous les Marocains, du Maroc et du monde. Et bien vu. Voilà, donc, sans vouloir être pessimiste et sans vouloir dénigrer les réalisations du gouvernement actuel, mais toujours est-il, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a des menaces réelles qui guettent notre pays. Et bon, il y a les conjectures, bien entendu, internationales, nationales, il y a tout ce que vous avez dit, mais il y a encore un rapport du Forum mondial économique récent. Il y a vraiment ce qui guette, notre pays va être confronté. Bien sûr, il est confronté déjà à un ralentissement économique, à l'inflation, à la pénurie d'eau, comme vous l'avez dit, qui est maintenant structurelle, aux inégalités sociales et au chômage. Et, bon, certes, quelques réalisations, mais après 2 ans et demi du travail du gouvernement, nous sommes au-dessous des attentes. On revient au détail après. On rentre dans le détail. Alors, cette année, c'est la décompensation et les aides directes. Ce sont les grands chantiers de préparation des compétitions internationales dont on a tous parlé, la protection universelle, la reconstruction et la réhabilitation de la région de l'Haouz. Driss Essaoui, où trouver l'argent pour tout ça sans augmenter les impôts, sans s'endetter? C'est du moins ce qu'essaie de faire le gouvernement actuellement. Nous avons vu que, par exemple, pour la région du Haouz, tout ce qui touche disons, au séisme, il y a un travail qui a été fait de mobilisation, de solidarité extraordinaire qui s'est fait autour du Maroc, autour de la région de Marrakech. Ils ont pu réunir une bonne somme d'argent qui va pouvoir travailler, sur lesquels qui va pouvoir lancer un peu les chantiers. Mais il y a d'autres domaines qui sont beaucoup plus compliqués. Vous avez parlé tout à l'heure, Dr Anand, du chômage. Effectivement, le chômage est l'une des problématiques endémiques de l'économie marocaine. Comment résoudre cela? Ou d'où peut-on amener l'argent frais pour justement relancer tous ces secteurs? Il est vrai, aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs qui sont très dynamiques. Et on l'a vu avec les cités de métiers, avec, disons, beaucoup de réalisations qui ont été faites. Mais le problème, toujours, c'est où trouver cet argent et comment le rendre disponible tout le temps, à chaque fois qu'on en a besoin. Mais le problème, il y a aussi le fait que nous sommes en train de développer un pays, de développer des régions. Nous avons les villes sahariennes qui sont aujourd'hui véritablement installées sur une rampe de lancement pour le développement avec l'Afrique. Et ça, c'est un travail colossal au niveau de Dakhla, l'Ayoun, etc. On est en train de faire tout un travail. Il y a le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc qui, lui aussi, demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Mais il y a également ce que le Dr Zidouh tout à l'heure a mentionné, c'est la problématique de l'eau. Et le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI l'avait dit. Nous avons une grande problématique de l'eau, c'est-à-dire que nous serons obligés, et d'ailleurs ça a commencé déjà, de transférer de l'eau de certaines régions vers d'autres. Et le transfert d'eau n'est pas une opération simple. Et il faut aussi y penser, et surtout, il faut mobiliser l'argent qui va nous permettre de faire cela. Et tous ces projets dont on parle maintenant, ce ne sont pas des projets du jour au lendemain. C'est des projets à moyen et long terme. C'est-à-dire que d'ici moyen et long terme, vous l'avez dit, Driss Essaoui, il faut trouver de l'argent, il faut que l'argent reste disponible. Autant pour moi, encore une fois, j'ai cité pas mal de grands projets. J'ai oublié l'interconnexion hydrique, donc le problème, la problématique de l'eau. Juste ce qui a été fait entre le bassin du Bourglag et le bassin du Chibou et du Bourglag, ça a coûté quelque chose comme 6 milliards de dirhams. Alors, la majorité à laquelle vous faites partie trouvera l'argent comment?
sans endettement excessif et sans augmentation d'impôts. Non, je voudrais revenir sur un petit point, c'est que mon ami a parlé du chômage et de ralentissement de croissance. Bon, d'ailleurs, lorsqu'on compare 2022 et 2023, on est passé de 1,4 à 3,3 taux de croissance. Ça veut dire qu'au moment 2023, tout le monde sait pourquoi, on était dans une période de Covid, et il y avait pratiquement une stagnation économique. Et c'était un problème international, ce n'était pas uniquement un problème marocain. Le problème de chômage est un problème chronique. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Si on va essayer de faire un bilan sur le chômage, on doit le commencer à partir de 1998, où il y avait le taux de chômage et qui n'a pas été aussi résolu, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème aigu d'aujourd'hui, mais c'est un problème qui est chronique. Évidemment, il faut faire face. Évidemment, il faut que le gouvernement trouve des politiques innovantes. En même temps, désolé de vous couper, docteur, mais en même temps, la majorité actuelle, à part le PAM, a été aux affaires depuis une bonne vingtaine d'années, y compris le CFP. Donc, limite, revenir à avant. Oui, donc c'est pour ça que j'ai dit à partir de 1998. C'est-à-dire que le problème est un problème chronique. Ce n'est pas un problème aigu. Donc, effectivement, le gouvernement essaie de faire ce qu'on appelle une politique innovante pour essayer de créer d'autres moyens de recruter le... Mais aujourd'hui, on doit comprendre, ce n'est pas la fonction publique qui va régler le problème de chômage. On ne peut plus aujourd'hui, la fonction publique a atteint ses limites. Aujourd'hui, ce n'est que le secteur privé qui peut participer à diminuer ce taux de chômage, parce que et c'est pour ça qu'on a la politique du gouvernement à lancer ce qu'on appelle aide à l'investissement, revoir, faciliter l'investissement pour pouvoir donner cette dynamique de croissance, cette dynamique de création d'emplois et pour faciliter aussi l'investissement. Donc aujourd'hui, il y a quand même une plateforme qui est en train d'être installée. C'est une bonne chose. Mais revenons sur le problème j'estime qui est aigu, qui est important. Qu'aujourd'hui, il y a une orientation du gouvernement, c'est d'assurer une sécurité aussi bien énergétique, et on a très bien vu ce qui a été fait. Aujourd'hui, le Maroc, pratiquement, il a une autonomie énergétique à peu près de 38 à 40% par les éoliennes, par l'énergie hydrique, par le solaire, etc. Et il y a un investissement qui va atteindre quand même jusqu'à 50% en 2030. Ceci, c'est extrêmement important parce que c'est une vision d'un gouvernement pour assurer une sécurité énergétique. Évidemment, ceci, ça a été sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, que le Dieu le glorifie, qui a été l'impulseur de cette vision, aussi bien aussi pour la sécurité hydrique, mais il y a un gouvernement qui est en train d'appliquer ces grandes orientations. Et maintenant, il y a la sécurité hydrique. C'est important aujourd'hui. Le Maroc vit une période difficile de sécheresse, avec son impact aussi sur le problème de l'agriculture. Et tout Marocain qui vit dans son pays sait que lorsque l'agriculture va, eh bien, il y a toujours la bonne ambiance et il y a un équilibre mental de la société. Aujourd'hui, il y a un problème de sécheresse qui va impacter le secteur agricole, certes. Mais le plus important, c'est la sécurité hydrique pour les individus, pour les citoyens, pour pouvoir avoir de l'eau. Et comme il a dit le ministre d'équipement, M. Nizar Baraka, il a dit si on n'avait pas fait cette autoroute d'eau de Sbou à Bourgreg, eh bien, il y aura des ruptures répétitives d'eau à Casablanca et à Rabat. Aujourd'hui, on ne l'a pas senti, malgré cette sécheresse. Donc, ça ne reste que ça. Il y a quand même une vision, il y a un travail, il y a une programmation de ce gouvernement. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une gestion qui est plus ou moins moyenne, mais non, je pense c'est un gouvernement qui est participatif, c'est un gouvernement qui a une vision sociétale qui est extrêmement importante. Alors, c'est Omar Anan. Mohamed Zidouh nous dit que la panacée pour le financement est le privé. Il nous dit aussi que quand l'agriculture va, tout va. Or, l'agriculture risque de ne pas aller. Comment vous voyez les choses à votre niveau de l'opposition? Je ne vous sers pas la soupe, mais enfin bon, je fais aussi mon travail de journaliste qui est d'apporter un peu la contradiction à ce que dit un invité. Oui. Ce n'est pas pour polémiquer, maintenant on va juger sur les résultats. 2 années sont passées. Le gouvernement il a fait des promesses, il y avait le programme, il y avait la loi de finances, il y avait des deadlines, des objectifs chiffrés, tout ça, en termes de création d'emplois, en termes d'élargissement de la classe moyenne, en termes de ceci et de cela. Mais on ne voit que des choses un peu loin de ce qui a été promis. Des emplois créés. On en perd beaucoup plus qu'on en crée. 3 000 emplois perdus cette année.
300 000 emplois perdus, pas 300 000 emplois perdus. Même si on en crée 100 000, c'est 200 000 de déficit. Donc, maintenant, les chiffres parlent. Bon, nous l'avons déjà critiqué dans la base, dans la présentation de la loi de finances, et elle était construite sur des hypothèses qui étaient fausses, bien sûr, et les résultats vont être faux. Bien sûr, il y a la conjecture, il y a la sécheresse, il faut en tenir compte, il y a la guerre en Ukraine, il y a de tout ceci, il y a plein de choses, mais c'est au gouvernement d'innover, de trouver des solutions. Comment financer tout ça? Notre souverain, qu'Allah l'assiste, il a donné une impulsion inédite pour asseoir les bases de l'État social, pour donner une dynamique à l'investissement, à tous les chantiers de notre pays, mais c'est au gouvernement d'agir avec sérieux, jiddia, que notre souverain a appelé, pour vraiment travailler matin et soir, jour et nuit, pour trouver des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés tous les Marocains. Et l'appauvrissement de la classe moyenne qui est en train de disparaître, c'est vraiment terrifiant ce qu'on est en train d'assister. Cette classe moyenne qui, normalement, c'est elle qui est garante de la dynamique économique du pays, est en train d'être fort, qui va créer la richesse. Et également, les prix et tout le pouvoir d'achat des citoyens. Jamais on a eu des prix aussi élevés dans tous les produits de base qu'aujourd'hui. Donc nous sommes là, un chômage vraiment terrifiant, des prix vraiment excessifs, un pouvoir d'achat affaibli, c'est le résultat. Alors rapidement, Mohamed Zidouh, sachant que c'est sympa, il y a l'opposition à la majorité, mais personne ne répond à la question du financement. Vous dites que c'est le privé, c'est la panacée. C'est Omar Hanan égrène tous les... Mais dit c'est au gouvernement de trouver la solution. Vous êtes à l'opposition, vous avez aussi des idées. J'aimerais bien revenir sur un point. Rapidement, parce qu'il y a encore pas mal de questions. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de sérieux, M. Hanan a parlé de sérieux. Je retique sur ce mot. C'est un discours de Sa Majesté sur le sérieux, 30 le sérieux du gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le sérieux du gouvernement, lorsqu'on fait une généralisation de l'assurance maladie obligatoire, est-ce que, lorsqu'il y a l'aide directe, est-ce que ce n'est pas le sérieux d'un gouvernement qui est en train de trouver des solutions pour pouvoir faire cette aide directe? Est-ce que ce n'est pas sérieux lorsqu'on fait l'aide directe pour l'acquisition d'un bien immobilier? Est-ce que ce n'est pas sérieux lorsque l'État... On ne parle pas de sérieux, docteur Zidouh, on parle d'argent. Oui, mais attends. Il faut trouver de l'argent pour ça. Oui, mais attends. C'est-à-dire, ça a été budgétisé, donc l'argent y est. Parce que pour dire que lorsque dans la loi de finances, ça a été budgétisé. Ce n'est pas des dépenses supplémentaires, ça a été budgété dans la loi de finances 2024. Donc, pour qu'on soit clair, c'est que l'argent y est pour réaliser ce qui a été engagé sur la loi de finances 2024. Donc, on ne va pas créer d'autres financements. On ne peut pas, vu cette sécheresse, on peut accentuer le déficit, mais qui va être aux alentours de 0,2, 0,3. Ça ne va pas être énorme. Parce qu'aujourd'hui, la discussion pour régler le problème d'enseignement, il y a eu 20 milliards de dirhams. Ce n'était pas dans la loi de finances. C'est vrai, ça va impacter un peu le déficit, mais ça ne va pas être énorme. Mais en tous les cas, on va jouer toujours vers les 4,2, 4,3 pour le déficit. Mais ce que je veux dire essentiellement important aujourd'hui, c'est que les décisions qui ont été prises, pas uniquement prises et restées en cadre de l'application, mais qui sont actuellement appliquées. C'est la génération de l'assurance maladie obligatoire, c'est l'aide directe et c'est l'aide directe pour l'acquisition. Ça, c'est des dépenses qui sont fixées sur la loi de finances. Donc, on n'a pas à chercher. Donc, c'est pour ça que je veux dire qu'aujourd'hui, le sérieux, c'est un gouvernement d'une vision sociétale et sociale. On est l'exemple type. Parce que l'assurance maladie obligatoire, ça a démarré depuis 1998. Et ça a traîné. Ce n'est qu'en 2023 que ça a été, on a atteint la généralisation de cette assurance maladie obligatoire. Driss Issaoui, alors... Je suis vraiment étonné, sincèrement. On parle de budget. Alors, juste avant que vous exprimiez votre étonnement, on parle de financement. Bon, on ne parle pas de financement finalement. Mohamed Zidouh nous dit que ça a été budgétisé dans une loi de finances, que Omar Hanan nous dit, bon, ben, elle est partie sur des préalables faux, donc elle peut être fausse. On patauge? Non, mais c'est le problème, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est devant deux tendances que j'arrive pas à comprendre. On a le gouvernement, si on l'écoute,
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alhamdoulilah, hein? Quand on regarde du côté de l'opposition, effectivement, il y a de grands problèmes. On en a parlé. Il y a la nature structurelle de la sécheresse. Il y a la nature structurelle de sous-emploi qui est véritablement liée à la nature de certains secteurs. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais vu un parti d'opposition dire « Non, je ne suis pas d'accord, je pose la question de confiance au gouvernement, je ne suis pas... Il faut qu'on règle les choses. » Ils n'ont pas l'effectif qu'il faut. Ils sont loin d'avoir l'effectif qu'il faut à l'opposition. Non, ce n'est pas une question, mais au moins, quand on est dans une démocratie, il faut poser les questions comme elles doivent être posées. Si le financement n'est pas bon, si le choix n'est pas bon, si l'orientation des politiques publiques n'est pas bonne, il faut le dire. Alors, je n'ai pas vu ni le parti de l'Istiqlal, ni le parti de Haraka, ni aucun autre parti de l'opposition. L'Istiqlal, il n'est pas l'opposition. Non, pas l'Istiqlal, je parle de l'USFP. Voilà. Je parle de l'USFP et des autres partis qui sont minoritaires, effectivement, sur le plan du nombre. Mais ils auraient pu faire entendre leur voix. Si vous lisez les textes qui organisent les prérogatives de l'opposition et de la majorité, vous allez trouver qu'il y a quand même des moyens qui permettent aux partis politiques de jouer leur rôle, d'être là, de taper sur la table, de dire non, on n'est pas d'accord, etc. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition a perdu sa voix et que de toutes les manières, les partis de la majorité, qui sont, en fait, il y a à boire et à manger dans l'histoire des partis politiques qui sont dans le gouvernement, et il y a beaucoup de reproches qu'on pourrait leur faire, mais on ne le fait pas aujourd'hui. Comment on va le faire? Vers où nous allons? Et la question que tu as posée depuis tout à l'heure, sur d'où peut-on amener de l'argent? C'est ça la question. La question, elle est là. Je sais qu'il y a plusieurs manières de répondre. Mais quand on budgétise un budget, quand on dit que telle dépense elle est comprise dans le budget de l'année, cela ne veut pas dire qu'on a trouvé une solution économique. C'est un choix de politique publique, de politique économique qui a été fait. Alors maintenant, si ce choix n'est pas bon, qui c'est qui va pouvoir le réviser? C'est la question que je pose. Alors, on va laisser un peu les questions financières. Non, mais j'aimerais bien cliquer sur ce... Oui, alors tous les deux, Mohamed Zidou, Omar Anan. Bon, lorsqu'on parle de la loi de finances, c'est qu'elle est basée sur les entrées, ce qui fait rentrer le pays et ses dépenses. Bon, évidemment, il y a aujourd'hui toute une réflexion sur la restructuration de la caisse de compensation. L'aide directe qui est en train dure depuis longtemps. Oui, mais aujourd'hui, on a mis les plateformes, c'est-à-dire qu'il y a eu l'aide directe. Sur cette aide directe qui va être donnée, automatiquement, comme il a dit le chef du gouvernement, qu'il y aura un plafonnement, par exemple, sur l'achat du gaz qui va être de 10 dirhams à 10 dirhams jusqu'à atteindre un seuil de, je crois, de 80. Ça aussi, ça reste à mettre au point. Hein. Non, mais cela veut dire que les aides directes vont pouvoir nous faire maîtriser la caisse de compensation. Vous savez qu'aujourd'hui, la caisse de compensation, uniquement dans l'agriculture, ça nous a consommé au gouvernement 20 milliards de dirhams. 20 milliards de dirhams. Aujourd'hui, pour les transports, l'aide, lorsqu'il y a eu cette augmentation, cette flambée du prix du pétrole, il y a eu pratiquement une aide de 3,5 milliards de dirhams pour les transporteurs. Aujourd'hui, en 2024, ça a été estimé, jugé vers des 1,5. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la caisse de compensation reste un élément extrêmement important. Évidemment, pourquoi j'ai parlé de secteur privé? Parce qu'aujourd'hui, le secteur public, il représente 70% de l'investissement dans notre pays. 70%. Dans le modèle de développement, dans tout le monde, dans les pays en voie d'industrialisation, si on prend le cas de la Turquie, par exemple, il est à 70% de l'investissement, c'est le privé, 30% c'est l'État. C'est le but que l'État doit... Une fois qu'on atteint ce but, on aura quand même cet espoir. Un, de diminuer le taux de chômage, et deux, de faire augmenter quand même les entrées du pays. Alors, juste pour les aides directes, juste une petite réflexion, docteur. Il y a une expression qui va commencer à devenir célèbre en 2024. Je vais la dire en arabe, parce que c'est en arabe qu'on entend, c'est le mot « shir taleh ». L'indicateur est élevé. Donc là, il y a des choses qui sont encore à mettre au point. On a tous entendu ça. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on veut? Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut restructurer et que
dans notre population, il y a une diversité. Il y a ceux qui ont les moyens, il y a ceux qui n'ont pas les moyens, mais on ne peut pas aujourd'hui avoir une politique d'une façon transverse pour tout le monde. C'est plus possible. Alors, c'est Omar, Alain. C'est vrai qu'il y a des mesures importantes au niveau social qui sont en train d'être menées par le gouvernement. On ne va pas nier tout ça. Il y a tous les chantiers sociaux, l'AMO, la généralisation de l'assurance maladie, il y a les aides directes, l'aide au logement et tout ça. Mais vous avez dit où trouve l'argent le gouvernement. Je dis tout simplement, il prend aux uns ce qu'il donne aux autres. Et on assiste à l'appauvrissement de la classe moyenne. Les chiffres en jugent. Et là, bien sûr, nous avons, au sein de l'opposition, réagi à ce qu'a dit notre ami concernant le rôle de l'opposition. Notre rôle dans l'opposition, notamment au sein du Parlement, nous avons exprimé clairement lors des discussions des différents projets, notamment la loi de finances, les différentes lois de finances, vous avez dit non, c'est faux, ça ne marche pas. C'est faux, nous sommes le parti qui a présenté le plus grand amendement pour cette loi de finances. Tout a été bâclé par la loi, force de la loi du nombre, tout a été... Alors pourquoi vous ne frappez pas sur la table, comme disait Driss Issaoui? C'est les voix. Quitte à lancer une motion, sûr qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas. À la limite, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de montrer que vous existez. On a l'impression qu'il y a une opposition qui ne fait rien. Il y a la force numérique là qui parle. Nous avons exprimé clairement notre désaccord avec cette loi de finances, avec tout ce programme qui était mal construit. Les objectifs ne tiennent pas debout. Et là, mais moi, sincèrement... On laisse terminer, Mohamed Zidi, on laisse terminer, Omar Hanan, après vous faites le commentaire. Mais rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore des questions sociales, il y a aussi pas que l'argent. Oui, donc je dis que les moyens de trouver l'argent, ils sont là, sans s'endetter et sans appauvrir la classe moyenne. Il faut innover dans ce sens-là. Mais si on dit qu'on sommes en train de mettre en place les bases d'un État social, il ne faut pas se contredire. Mettre en place une politique libérale vraiment extrême. Ici, écoutez bien, la paix sociale, elle a un prix. Il faut y investir. Et quel que soit le prix, ça vaut le coup. Le prix, il faut aussi l'acheter. En 5 secondes, parce qu'il y a encore des questions, Mohamed Zidi. Sincèrement, l'opposition... 5 secondes. Je connais l'opposition, mais sincèrement, je n'ai jamais compris quelles sont les demandes et qu'est-ce qu'elle réclame l'opposition sur des faits pertinents. C'est-à-dire, lorsqu'on reste dans les généralités, évidemment, il n'y a pas de sortie. Mais lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est contre la génération de l'assurance maladie? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est contre à trouver la sécurité hydrique? Est-ce qu'aujourd'hui, on est contre à ce qu'on doit faire cette généralisation d'aide aux diminués? C'est-à-dire, lorsqu'on est contre, il n'y a pas une contrepartie de l'autre côté, parce que nous, aujourd'hui, on peut accepter, mais on peut accepter, oui, d'accord, mais on peut accepter les propositions de l'opposition. S'ils sont des propositions pertinentes, pourquoi la majorité ne votera pas? Oui, écoutez bien, sans polémiquer sur ce sujet-là, nous ne sommes pas en désaccord sur les grandes orientations. C'est Sa Majesté qui a mis en place toutes ces orientations, le programme de toutes les mesures sociales que vous êtes en train de mener. C'est Sa Majesté qui les a lancées. Donc vous êtes en train maintenant, vous devez exécuter tout ça et mener à bien tout ça avec un sérieux. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une lenteur dans pas mal de choses. Par exemple, dans le problème pour résoudre les problèmes d'investissement, dynamiser l'investissement au Maroc, et tous les problèmes hydriques. Il y a vraiment des grands retards dans ces chantiers-là. Et on va venir dans les trucs là de la Madouana et alors, merci le code et tout ça. De me faire la transition, Omar Hanan. Je commence encore par vous. On va laisser les questions qui fâchent, sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, tous les deux. Sur le plan social, le gouvernement aussi et sa majorité semblent
pas en panne d'idées, mais en panne d'audace pour les mettre, en panne d'énergie quelque part pour les mettre. Alors, il y a la lettre de Sa Majesté de rappel au chef du gouvernement sur la réforme du Code de la famille. Sa Majesté aussi avait parlé il y a un an des Marocains du monde, donc il n'y a pas encore quelque chose qu'on voit. Et puis il y a aussi cette question de code pénal qui traîne, les peines privatives de liberté, etc., le code de procédure. Alors, d'après vous, à quoi c'est dû? Est-ce qu'on est vraiment pris par ces questions d'argent et que donc on s'occupe pas du reste? Ou alors il y a un problème d'idéologie derrière, ou il y a un problème d'ancrage, ou un problème de positionnement? Je pense qu'il y a un gros problème de conception à la base. Parce que la réforme de la Moudouana est une réforme qui est en train d'être menée à bon escient et de manière correcte par d'abord les spécialistes, puisqu'il faut des spécialistes. Il y a ceux qui sont dans le giron des droits de l'homme, ils font leur travail et ils donnent un certain nombre de conseils et de recommandations. Mais nous sommes aussi en train de réfléchir sur ce que sera demain cette Moudouana et ce code de la famille. Parce que le Maroc a fait des pas de géant dans l'évolution du code de la famille, sous l'impulsion de Sa Majesté, etc. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les choses bloquent. Les choses bloquent sur des questions de principe. Il y a ceux qui ne veulent pas discuter les questions d'ordre religieux. Il y a d'autres qui posent le problème de l'éthique politique de manière générale. Alors, personne n'arrive à se prononcer de manière directe. Il y a la société civile qui commence à bouger aussi à ce niveau-là, pour la réforme de la Moudouana. Il y a un certain nombre de propositions qui sont très intéressantes, surtout tout ce qui touche aux équilibres entre l'homme et la femme. Quand je dis l'homme et la femme, c'est-à-dire la famille. Au sein d'une famille, c'est-à-dire l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse, les enfants, la famille, etc. Tout ça, c'est un travail qui devait être fait il y a un moment, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on essaie de revenir sur cet aspect-là, mais la commission qui était chargée de réfléchir sur cette réforme doit rendre sa copie incessamment sous peu. J'espère qu'elle le fera sans trop de dégâts. Il y a un délai qui a été fixé par Sa Majesté. Mohamed Zidouh, on en est où? Et tant qu'à faire, par exemple, sur le Code de la famille, les propositions, l'avis ou la position du Parti de l'Istiqlal. Et donc, le Parti de l'Istiqlal, après la majorité, c'est autre chose. Même question pour vous juste après. Je voudrais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on fait un inventaire comme si le gouvernement est en fin de mandat. D'abord, il faut noter qu'on est pratiquement à mi-mandat. C'est-à-dire que notre programme, et c'est sur 5 ans, le citoyen marocain va nous juger sur 5 ans. Aujourd'hui, on est à mi-mandat. Vu la vitesse que ça prend, on pourrait s'interroger. Je ne vous laisserai pas dire ça, c'est Aziz. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. J'estime... c'est pas parce que je défends le gouvernement. C'est une réalité aujourd'hui des faits. Les projets qui sont en train d'être appliqués aujourd'hui, c'est une révolution. Sous l'impulsion de Sa Majesté, certes, mais aussi, il y a quand même des réformes qui ont été... Uniquement la réforme de l'investissement. Uniquement la réforme de l'investissement. Ça a pris une année de discussion au Parlement entre la première chambre et la deuxième chambre. Donc, le fruit de cette réforme, il sera vu quand? C'est pas en 48 heures. La réforme sociale. Donc, la réforme sociale aussi. Donc, il y a toutes les réformes qui ont été votées. Même sur le plan de la justice. Il y a plusieurs réformes qui ont été votées. C'est une révolution ce qui s'est passé au ministère de la Justice. Et je peux en citer aussi. Donc, aujourd'hui, on est à mi-mandat. Je pense qu'il faut se calmer d'abord. C'est que le jugement ne peut se faire qu'après 5 ans. Notre bilan ne sera remis qu'après 5 ans. Et c'est le citoyen marocain qui en jugera. Mais on ne va pas arrêter la machine maintenant. Non, on ne va pas arrêter la machine. Ce qui a été fait, je pense qu'il a été fait, dans cette conjoncture, c'est extrêmement important. On n'a pas tout réussi, c'est normal. C'est normal. Il y a des difficultés énormes qui ont été... Il y avait le Covid, il y a la sécheresse, et ce n'est que ces 2 points-là. Ces 2 points-là, ça peut... Parce que vous savez que lorsqu'il y a une année agricole importante ou bien positive, c'est à peu près 12% de plus
pour la loi de finances. Non, mais Mohamed Zidouh, on parle de réforme sociétale. Ça ne nécessite pas d'argent, ça. Je sais qu'il y a eu l'après-Covid, je sais qu'il y a eu les guerres un peu partout, je sais qu'il y a eu des problèmes et des tensions sur le marché énergétique, etc. Mais les réformes sociétales nécessitent un travail, travail politique, un travail idéologique, un travail réflexif. Et c'est ce qu'on dit. Ça fait 2 ans et demi. Effectivement, la majorité n'est pas en fin de mandat, elle est à mi-mandat. Qu'est-ce qui est fait? On aimerait bien entendre Omar Hanan. Et puis après, vous... Pour la Moudouana, je n'ai pas répondu. Allez-y. Allez, comme ça, Omar Hanan reprendra tout. Non. Est-ce que, pour la Moudouana, en tant que parti, bon, évidemment, on a un référentiel qu'on doit respecter, mais quand même, il y a énormément d'évolutions. En résumé, ce qu'aujourd'hui, la légalité du principe entre hommes et femmes, c'est un acquis qui doit être mis en application, en exécution à tous les niveaux. Parce qu'on considère que la société ne peut pas s'appuyer uniquement sur un sexe, il peut s'appuyer que sur 2 sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Donc c'est une complémentarité sociétale. La croissance économique ne peut se faire que dans cette complémentarité hommes et femmes, et on estime que la femme doit avoir sa valeur et sa place qui lui revient. Sur tout ça, on peut prendre quelques détails qu'on discutera après sur le fond, mais ça, c'est l'idée globale qu'on défend aujourd'hui au sein de la Moudouana. Ce qui a été fait auparavant, c'est un pas important sous l'impulsion de Maître Mohamed Bousta, que Dieu en son âme, mais qui a fait une réforme extrêmement importante sous l'impulsion de Sa Majesté, et c'était quand même un pas important. Et aujourd'hui, on ne sera que dans cette vision et cette lancée pour l'égalité entre les deux sexes dans le futur. Oui, on n'a pas encore eu de réponse. Pourquoi tout ce retard sur tous ces chantiers-là qu'ils attendent, que les Marocains attendent, bien entendu, que ce soit dans la Moudouana, notamment le code de la famille, les Marocains du monde, les peines alternatives et les libertés individuelles, tous ces chantiers-là. Bon, notre parti est dans l'opposition et qui est une force de proposition. Dès le lancement par Sa Majesté, dans son discours pour démarrer la révision du code de la famille de la Moudouana, notre parti, il a initié un certain nombre d'activités à travers des tables rondes, des journées d'études, des meetings, ici et là, pour préparer des propositions. Et nous avons des propositions à plusieurs niveaux. Dès que nous attendons à ce que le gouvernement montre ses cartes, ses projets, et nous sommes là pour participer positivement et activement, sans freiner, sans arrêter, pour faire... Allons-y, si vous avez des idées au niveau de l'USFP ou de l'opposition. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une opposition dans le sens global du terme, mais en tant que USFP, si vous avez des idées sur le code de la famille, Oui, nous attendons le projet de loi que le gouvernement va poser pour l'enrichir par nos propositions, bien entendu. On va revenir peut-être à la question suivante pour dire un peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on propose. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose, par exemple, dans la Moudouana, dans le code de la famille. Oui. Voilà, donc, bien entendu, il y a un certain nombre de questions qui ont été déjà débattues par la société marocaine à plusieurs niveaux. Il y a, par exemple, la question de mariage des mineurs. Là, nous œuvrons à éliminer des articles 20 et 21 concernant... parce que l'enfant, avant 18 ans, il doit aller à l'école. Sa place, c'est à l'école. Et ça, il faut bien sûr, surtout dans le monde rural et dans la montagne, là où vraiment la situation est désastreuse. Il y a le code de la reconnaissance du travail de la femme. Là également, le fameux article 49. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Le partage des biens acquis après le mariage, tout ça. Il y a ce qu'on appelle le wilaya ou le hadana, qui est une égalité entre père et mère, c'est-à-dire les mêmes droits. Il y a des questions de l'héritage, des questions de la polygamie, dans toutes ces questions qui sont parfois épineuses, nous avons des propositions. Est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement avec le bloc majoritaire? Est-ce que vous n'en avez pas parlé? Vous devez vous parler, vous n'êtes pas ennemis.
Vous êtes confrères au Parlement. Nous ne sommes pas aimés, bien entendu. Il y aura certainement de grandes choses à partager avec la majorité, c'est sûr, parce que les choses sont un peu arrivées à une certaine maturité dans les discussions, dans les échanges. Peut-être il y aura des petits réglages à faire, mais je ne pense pas qu'on va perdre du temps. Quand les projets de loi sont là, on peut aller vite. Proposition, parti des Cirlel, Mohamed Zidouh. Je ne vous demande pas la majorité. Je ne vais pas dire le programme. Je dis les éléments que j'estime qui sont positifs dans notre proposition en tant que parti. D'abord, on avait demandé à ce qu'il y ait la création d'un institut familial. Pourquoi ? Un, d'abord, ça va être la protection de la famille. Et deux, pour assurer ce qu'on dit le nafaqa. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, bien que dans le cas de divorce, la pension n'est pas toujours assurée. Donc, en créant cette institution, il peut assurer cette protection de la famille, en réglant certains problèmes de rapprochement entre mari et femme, et en même temps, pouvoir assurer la pérennité de cette pension. En tout cas, pour la pension, la justice est intraitable. Elle est extrêmement sévère à ce niveau-là, donc il faudrait peut-être passer sur autre chose. Mais lorsqu'il y a une institution qui contrôle et qui est là, parce que on estime que c'est important. En tout cas, c'est notre programme. Deuxièmement, on avait dit aussi aujourd'hui, on ne peut pas, l'ijtihad ne peut pas dépasser une limite. On ne peut pas dépasser dans les acquis, comme Sa Majesté l'a dit d'ailleurs dans son discours, qui était très bien clair, on ne peut pas. Donc on doit rester dans ce contexte. Donc l'évolution ne peut être que dans ce contexte. Évidemment, le mariage des mineurs, on est contre. On est contre. Le Parti socialiste est contre le mariage des mineurs. C'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, c'est autorisé par la loi, mais parce que le mineur et sa place qui lui revient, c'est évidemment, c'est vous laissez quand même, de mémoire, vous laissez quand même une possibilité pour des exceptions. C'est qu'il y a des exceptions qui peuvent être discutées, mais dans la loi, c'est contre, mais il y aura des particularités qui peuvent être définies. C'est que lorsque la mineure est tombée enceinte, là, il faut régler ce problème. Donc, il y a des exceptions. Déjà, une mineure qui tombe enceinte, c'est totalement illégal et criminel. Ah non, mais d'accord. Mais d'accord. Mais d'accord, il y a un problème sociétal. C'est criminel, c'est condamnable. Mais c'est un problème qui doit être réglé. On ne peut pas le laisser. Et ceci ne se voit essentiellement, pas à Rabat essentiellement et à Casa, mais dans le monde rural. Donc, il y a des exceptions qui peuvent être discutées et comment les résoudre. Ça va être chiffré. Mais le principe du mariage des mineurs, on est contre. Donc il n'y a pas d'ouverture. Pour le CSP, vous dites quoi pour le mariage des mineurs ? Pour les mariages des mineurs, les articles 20 et 21, aussi pour la polygamie, les articles actuels, la loi actuelle, elle laisse des exceptions que le juge, maintenant, ces exceptions deviennent des règles. Et les règles deviennent des exceptions. C'est Hassan Daki, le procureur général du Royaume, s'en est plaint aussi dans des communications officielles. C'est bien ça. Deviennent des règles. Et là, maintenant, nous sommes appelés à rédiger des textes de loi ne faisant pas place aux mauvaises interprétations. Je voudrais ajouter une phrase. Attends, vous avez fini ? Oui. Allez-y, donc vous terminez comme ça, on passe il y a une commission. À la question logique qui vient après. Il y a une commission qui a été nommée par Sa Majesté. Cette commission, il a eu le temps de recevoir tout le monde, les partis politiques, la société civile, les syndicats. Donc, chacun a présenté sa feuille, sa vision. Donc, chaque parti s'est engagé dans sa vision. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la commission qui va prendre tout ça et va essayer de faire un rapprochement de tout ça pour donner une feuille à Sa Majesté qui va être à la hauteur et à l'intention de Sa Majesté et qui pourra aussi satisfaire le citoyen marocain. Ce que vous avez dit tout à l'heure, docteur Zidouh, je pense que c'est vous qui avez dit ça, que Sa Majesté a toujours prôné l'égalité entre l'égalité du genre. Et je pense, de mémoire encore une fois, le deuxième discours de Sa Majesté en 1999, il disait, encore une fois de mémoire, comment peut-on développer un pays, comment aller de l'avant dans un pays où la moitié de la population est mise en marche. Ça fait quand même 25 ans, la classe politique n'a pas toujours été là. Driss Issaoui. Alors on voit une opposition, on voit une majorité, on est à 2 ans, on est à mi-mandat. À mi-mandat, en général, il y a des remaniements. Est-ce que vous pensez que ce remaniement est utile ou non? Est-ce qu'il est éventuel ou pas? Dans le cas où il... Techniquement, un remaniement est toujours souhaitable, sincèrement. Parce qu'on ne peut pas laisser un gouvernement... Techniquement. C'est-à-dire vous réduisez un peu la portée.
Vous arrêtez ça en termes techniques. C'est-à-dire, je situe le remaniement au niveau technique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il permet de faire? Ça permet d'abord de relancer la machine, de dire à des gens, vous êtes dynamique, vous n'êtes pas dynamique, on va vous changer, etc. Et donc ça permet aux partis politiques, eux aussi, de revoir leur copie, de voir quelles sont les propositions qui peuvent aller mieux durant la deuxième phase. Parce qu'on va dire qu'il y a une première phase qui est le mi-mandat 1, le mi-mandat 2, on va sortir avec d'autres choses, on l'espère du moins. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y a des défenseurs de la chapelle. Il n'y a pas des gens à l'intérieur de la majorité, il n'y a pas de voix forte pour dire « nous sommes les meilleurs, nous avons fait, nous avons… » Il y a bien entendu tout ce que fait… C'est ce que dit le chef du gouvernement chaque fois qu'il est au Parlement. Mais il le dit clairement, nous sommes les meilleurs. Non, il le dit, pourquoi? Parce que d'abord, il est en situation oligopolistique. C'est le patron d'un groupement de partis qui aujourd'hui gère les affaires du Maroc. Alors, s'il ne dit pas « nous sommes les meilleurs », ça veut dire qu'il a un problème. Qu'il n'y croit pas lui-même, oui, effectivement. Voilà, donc, j'espère que le remaniement, on l'attend. On a parlé de certaines têtes qui doivent changer, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en attente de ce remaniement qui doit en principe donner un nouveau souffle au gouvernement. Omar Hanan, remaniement, oui, non. Et dans le cas où ce serait oui, est-ce que vous seriez intéressé aussi pour rejoindre le navire gouvernemental? Notre ami a parlé de remaniement technique, c'est-à-dire changer quelques têtes. Ça devait être fait dès les premiers mois de ce gouvernement, parce qu'on a vu que certains nombres de ministres sont out. Maintenant, à 2 années et demie, maintenant, on ne parle plus de remaniement technique, on parle de remaniement vraiment politique, s'il y a vraiment, parce que… Le CFP dedans, in, out. Je ne suis pas en mesure de dire oui ou non, mais je dis un peu, en juger maintenant, la majorité souffre actuellement d'un déséquilibre politique. En effet, suite aux déclarations, c'est ce qu'a qualifié notre premier secrétaire général, Idriss Al-Chigar, à l'issue d'une sortie médiatique de ce plateau-là. Il a qualifié que la majorité actuelle qui souffre de que c'est seulement une unité de façade. C'est pas vraiment une majorité cohérente et tout ça. Et là, suite à cette déclaration qui a peut-être déstabilisé la majorité s'est réunie le 13 novembre dernier pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a là. Ils sont sortis, même à la sortie de cette réunion de la majorité. On a remarqué des contradictions, parce qu'il y a des gens, des louanges, d'autres des griefs et tout ça. Mais ça montre à quel point ce gouvernement est vraiment très fragile, une fragilité intrinsèque. Et là, à vrai dire, si les membres de la majorité, les relations entre les membres de la majorité sont dans cet état, comment voulez-vous que ce gouvernement, ou bien cette majorité, travaille avec l'opposition actuelle? Cette opposition, vraiment, elle n'a plus d'outils de communication, de travail avec l'exécutif. Notre travail, nous, en tant qu'opposition, nous essayons, bien sûr, à travers tous les moyens qui nous sont donnés par la Constitution, d'agir dans le bon sens, avec une force de proposition. Nous jouons une opposition raisonnable, objective, sérieuse, constructive. Mais avec toutes les participations que nous faisons au niveau mais jusqu'à présent, nous sommes bloqués par cette… taroul, je ne sais pas comment on va traduire taroul en français, l'invasion, je ne sais pas. Domination. Mon ami connaît la traduction de taroul. Allez-y, dites-la nous. Dites-nous, c'est quoi taroul? Non, je n'ai pas d'équivalence. Je vais essayer de trouver la traduction, je vais vous la dire. Mais je voudrais… je prends la parole, ça, déjà. Allez-y, oui. Quelque chose comme domination, moi, quelque chose j'estime comme qu'un tel langage contrôle. et un tel discours
à vrai dire, je pense que ça discrédite le politique vis-à-vis du citoyen. Parce qu'aujourd'hui... Vous voulez dire qu'il ne faut pas dire ce genre de choses? C'est pas possible. Non, attends. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, il y a une incohérence entre la majorité, lorsqu'on dit aujourd'hui que la majorité n'est pas unifiée, lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il y a des problèmes au sein de la majorité, c'est des choses qui sont archi faux. Archi faux. On peut avoir des petits problèmes, mais la preuve, est-ce qu'il y a une loi, aussi bien à la première chambre que la deuxième, qui est passée en difficulté? Il est toujours avec une majorité écrasante. Mais en même temps, quand il y a un petit problème au niveau de la majorité, on ne peut pas dire que les autres partis viennent en soutien aux partis en difficulté. Mais moi, lorsque je vois que la partie d'opposition, qui ne fait l'opposition que pour se démarquer et qui pour dire que je suis prêt à être membre du gouvernement, ça, moi, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie et de toute ma carrière politique. Je n'ai jamais vu ça. Lorsqu'on fait de l'opposition, c'est parce que par une conviction de l'opposition. Mais lorsqu'on fait uniquement une conviction, on fait une opposition uniquement pour se positionner en échange, j'estime qu'on ne donne pas une bonne vision politique vis-à-vis du citoyen. Aujourd'hui, on a besoin des partis politiques forts. On a besoin d'un parti politique capable de fédérer, d'influencer le citoyen, d'imposer ses idéologies et d'avoir une influence sur l'idéologie. Aujourd'hui, on a besoin des partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, pour qu'ils soient capables de mener une vision, une idéologie qui est capable d'être influente. Mais aujourd'hui, on crée tout un scénario pour discréditer une majorité qui ne souffre de rien. M. Laïsaoui a parlé de remaniement. Le remaniement n'est pas une fin en elle-même. Le remaniement doit être un remaniement, comme l'a dit Laïsaoui, technique, lorsqu'il s'agit d'une défaillance au sein du gouvernement sur le plan de technicité. Et ça, c'est le chef du gouvernement, le seul, qui est habilité à le savoir et à le dire. Évidemment, la Constitution... Dr Zidouh, remarque rapidement une dernière phrase. Le remaniement ne peut se faire que si le chef du gouvernement voit d'utilité et que Sa Majesté, qui est le garant de la Constitution, l'acceptera pour un tel remaniement. Aujourd'hui, est-ce que les choses évoluent, oui ou non? Est-ce qu'il y a un problème de gestion au sein du gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas de complémentarité? On va décider, le chef du gouvernement, s'il propose un remaniement à Sa Majesté. Omar Hanan? Oui. Quand je dis que... Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste une minute. Quand on dit que la majorité actuelle souffre d'un déséquilibre politique et qu'elle est fragile, qu'il n'y a pas de cohérence, c'est même par des jugements même, des déclarations même internes des composantes de la majorité. Je vous donne l'exemple, la déclaration du secrétaire général du parti, Assalam Assara, qui est ministre de la Justice, c'est Wahbi. Et alors, à la sortie de la réunion du 13 novembre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses vraiment à l'encontre des Par exemple. Par exemple. Non, on ne va pas pouvoir donner des exemples vu que c'est fini. C'est fini, on est obligé. Il y a également les déclarations méchantes que vous avez faites en l'encontre du ministre Ben Moussa dans la Chambre des conseillers. Ah ben vraiment, donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de cohérence et qu'il faudrait un remaniement. Il faudrait aussi qu'on fasse une émission sur le remaniement, parce que c'est apparemment ça qui fait un peu bouger les choses. Je suis désolé, mais l'heure a tourné et que c'est fini de Laïsaoui. Merci d'avoir été avec nous. Dr Mohamed Zidouh, merci d'avoir été avec nous. Dr Omar Hanan, merci aussi d'avoir accepté d'être avec nous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.